peuple congolais avait besoin d'un peu de temps pour un peu comprendre ce qui s'est passé. Parce que, vous savez, il y a eu le 17 mai, bon, une réaction spontanée, les gens ont réagi en disant, bon, on oublie cette famille, on oublie le président. Et puis avec le temps, bon, vous savez, on ne peut pas, à mon avis, balayer 32 ans comme ça, qu'on le veuille ou pas. Pendant ces 32 ans, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Il y a eu des constructions, il y a eu du social, même si ce n'était pas la meilleure des choses qui a été faite. Mais beaucoup de choses ont été faites en 32 ans. Ça ne s'efface pas. Je n'ai jamais géré la chose publique. Soyons très clairs. Oui. Mais vous savez, je crois que c'est très important que être fils du président, ce n'est pas une fonction politique. Ce n'est même pas un titre, si on regarde les choses clairement. Vous n'avez jamais eu de responsabilité politique au niveau de la nation? Responsabilité politique au niveau de la nation. Que ça soit dans le privé, que ça soit dans... Aucun. Et sur le plan économique, vous n'êtes pas responsable d'un ou de l'autre crime économique au pays? Comme quoi? Je ne vois pas. J'ai géré des entreprises privées. Par conséquent, je ne vois pas de quelle manière j'ai pu être partie prenante dans un crime économique. Quel regard portez-vous sur la classe politique qui a géré dans l'ancien régime? Un regard, je dirais, mitigé. Vous savez, on a toujours l'habitude dans notre pays de jeter la pierre. Hein. Je préfère toujours essayer de faire une balance, parce qu'il faut essayer d'être honnête intellectuellement, en tout cas. Il y a eu des gens vraiment très valables dans notre pays. Je crois des gens qui ont essayé de faire vraiment quelque chose. Mais le vrai problème, à mon avis, s'est situé à 2 points. La première chose qui a cassé, si je peux dire, l'élan, ça a été l'impunité. Ça a commencé par des petites choses. Certains délits par certains responsables ont été... Disons, la justice n'a pas suivi son cours. Et de fil en aiguille, on est arrivé dans une situation où l'impunité touchait tous les dirigeants. Et ça nous a mené à la situation que nous tous nous connaissons aujourd'hui. Donc, je crois que c'est pour ça que je dis que c'est un peu mitigé. On ne peut pas dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que 32 ans, c'était 32 mauvaises années. Je crois que ça ne serait pas correct. Il y a eu des très mauvaises années, il y a eu des années qui étaient bonnes, il y a eu des moins bonnes années. C'est assez mitigé. La situation était difficile dans quel sens? Dans le sens que les caisses étaient vides. C'est aussi simple que ça. Les caisses de l'État étaient vides. Où était parti l'argent? Mais nous n'avons plus de ressources. Le Fonds monétaire international ne nous donnait plus rien, la Banque mondiale ne nous donnait plus rien, les 3/4 des sociétés d'État ne produisaient plus. Ce n'est pas un secret, c'est une constatation, tout le monde le savait. D'où allait venir cet argent? Ce soi-disant argent que nous avons quitté le 17 mai avec. Je ne sais pas. En fait, il y a eu un problème, si je peux dire, il y a eu un problème des généraux, c'est peut-être beaucoup dire. Vous savez, pendant des années, les généraux se cantonnaient, dans notre pays, se cantonnaient honnêtement à s'occuper du problème des militaires. Et puis, avec un certain, moi j'appellerais ça un certain relâchement, les choses se sont passées que certains généraux commençaient à faire de la politique. Et nous sommes même arrivés plus loin, nous sommes arrivés à ce que certains généraux intervenaient pour la nomination de certains PDG. Ce n'est pas un secret, c'est une réalité que tout le monde connaît. Oui, on est arrivé dans ce genre de situation. Maintenant, vous me parlez de généraux Mbandi. Est-ce qu'on peut vraiment limiter les choses à ça? Parce que je vois très bien de qui vous parlez. Je comprends. Les hauts de pavés, bon, je respecte votre stratégie de ne pas citer les noms, mais eux ont pris les hauts de pavés et à un moment donné, la population sait que votre père était devenu leur otage. Monsieur Kiteng, les hauts de pavés, vous me dites que vous respectez le fait que je n'aime pas citer de nom. Mais le général Likoulia n'est pas Mbandi. Mais il n'a pas fait plus de tort que Baramoto, par exemple. Pourquoi? Il a quand même été 7 ans en dehors du circuit. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un en 2 mois peut faire plus de tort que quelqu'un qui reste 10 ans. Mais vous dites... Je ne dis pas que c'est le cas du général Likoulia, c'est pas ce que je dis. Hein. Je donne un exemple pour dire... Oui, d'accord, monsieur Mobutu, vous dites quelque part dans certaines de vos prises de position, vous dites que la chute du régime a commencé avec, entre autres, la création de la garde civile, où un civil pouvait, dans les plus brefs délais, se retrouver bombardé d'un grade de colonel et avoir la solde correspondante, pendant que dans l'armée régulière, cela ne se passait pas. C'est l'une des raisons de la chute du... Mais je le répète, et c'est vrai.
C'est vrai. Mais vous savez, moi j'ai eu ma formation militaire. Moi j'ai été militaire. Je ne sais pas si vous le savez, j'ai été militaire. Je suis rentré à l'armée en 1980. J'ai fait quelques mois et je suis parti à Kananga, à l'école d'officier. J'ai fait 2 années, je suis sorti officier. Mais je suis sorti sous-lieutenant. Mais, monsieur Kitenge, pour avoir mon grade de premier lieutenant, mais j'ai attendu 4 ans. Moi qui vous parle, qui était à l'époque fils du chef de l'État, commandant suprême des armées. J'ai attendu 4 années. Alors, mais comprenez, une certaine frustration même à mon niveau, quand je vois certaines personnes qui rentrent au mois de mai dans l'armée et qui se retrouvent capitaine ou major 6 mois plus tard. Vous comprenez bien que ce n'est pas logique. Et moi, je parle uniquement de mon cas. Imaginez-vous tous ces petits militaires à tous les niveaux qui ont vu ce genre de choses. Quand j'ai parlé de ce cas bien précis, je parlais de dégradation de la situation de l'armée. On m'avait posé la question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'armée en est arrivée là. Et moi, j'ai évalué que ça a commencé à la création de la garde civile. Ce n'était pas vraiment au niveau politique, c'était plutôt dans un cadre bien précis. Oui, mais par la suite, on a vu comment la situation, au lieu de s'améliorer, c'est franchement empiré. C'est franchement empiré parce que même ceux qui avaient accès à votre père, le cercle s'est réduisé et les fidèles des fidèles, pour être plus clair, la tribu était plus autour du président, à tel point que le maréchal n'était plus maréchal. Dans le sens que l'homme d'action, l'homme de poigne et tout était presque coupé de son peuple. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le président a joué le jeu de la démocratie à fond. Parce que soyons honnêtes, la démocratie lui a enlevé certains de ses pouvoirs. Et il a joué le jeu en se disant, je joue le jeu, ces pouvoirs me sont enlevés, on les laisse au niveau du gouvernement ou des différentes institutions. Il a joué le jeu. Ça nous a très vite amené dans la situation que vous connaissez. Alors maintenant, quand vous me parlez il a été entouré, il faut parler des choses comme elles sont. Il s'est retiré à Gbadolité. Qui était avec lui à Gbadolité? Je dis bien tout au début. Personne. Papa s'est retrouvé seul à Gbado. Qui vit à Gbado sont les Gmadis. Ce n'est pas... C'est la réalité. Et c'est là où certaines personnes ont commencé à se rendre, disons, indispensables. C'est aussi simple que ça. Une situation déformée de la vie réelle. Puisqu'à un moment donné, le maréchal a eu ça. C'est arrivé après combien de temps? C'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est arrivé. Mais c'est arrivé après combien de temps? C'est arrivé après, à mon avis, un long passage au pouvoir. Vous savez, moi, je ne le cache pas, je n'ai jamais été, disons, un farouche opposant des longs règnes. Tout simplement parce que, au plus le règne est long, au plus il y a un manque d'innovation, au plus on a d'autres problèmes à se soucier, à mon avis, que les problèmes réels et quotidiens de la nation. Je suis plutôt pour des séjours au pouvoir assez courts, mais qui permettent de vraiment insuffler un vent nouveau. Et quand on vous parle comme ça, quand vous parlez à la télévision nationale, vous savez que le même peuple congolais est en train de vous suivre. Et quand on regarde, et là, je crois que vous ne pouvez pas nous jeter la pierre, vous êtes avant tout fils Mobutu. Tout à fait. Bon, on ne vous demande pas de défendre le bilan de votre père. Et chacun a posé des actes de façon individuelle, mais la mémoire voudrait que vous puissiez nous dire quand même quelque chose. Vous, en tant que fils Mobutu, quels sont les acquis du long règne de Mobutu que vous pouvez comptabiliser parmi les points positifs? La paix, l'unité nationale. Vous savez, ça ne se quantifie pas, c'est ça le problème. Parce que pour beaucoup de gens, c'était des mots. C'était des mots, la paix, l'unité nationale. On l'a chanté, on l'a tous dansé. Mais c'était des mots jusqu'à ce que nous vivions la situation que nous vivons présentement. Où tout d'un coup, les gens se rendent compte que mais finalement, ça n'avait pas de prix. C'est quelque chose que nous prenions à la légère, mais qui finalement a beaucoup de prix. Qui est très, très important. Vous savez, si cette unité nationale n'avait pas existé, mais aujourd'hui, les territoires qui ne sont plus sous le contrôle du pouvoir central, ils pouvaient demain se dire « nous créons notre propre pays ». Pourquoi les dirigeants de la rébellion ne le font pas? Parce qu'ils savent que la population ne marchera pas. Et ça, ce sont des acquis
de la période de mon père. Donc c'est l'homme qui fait la fonction et non la fonction qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait la fonction et non la fonction qui fait l'homme. C'est une colle, là. Dans mon cas, je reconnais, c'est une colle. Moi, je pars du principe, c'est que une personne est innocente jusqu'à ce qu'on prouve sa culpabilité. Sa culpabilité. Parce que si on doit commencer à juger par la radio-trottoir ou par les on-dit, écoutez, vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi qui vous parle, on m'a accusé de tous les maux d'Israël aussi. Je dis, mais écoutez, prouvez-le. Il ne faut pas seulement dire que vous avez entendu quelqu'un m'a dit que... Vous savez, vous connaissez notre peuple, hein, les gens aiment beaucoup parler dans ce sens-là, mais il faut quand même qu'à un moment donné, on parle de choses réelles. Mais attention, je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il n'y a pas des gens qui sont coupables de crimes économiques ou politiques. Si, je suis certain qu'il y en a. Donc, mais est-ce mon rôle de les juger? Non. Par exemple. Mais pourquoi je ne suis pas au pays? Pour des raisons de sécurité. Je considère que ma sécurité personnelle n'est pas assurée au pays. Mais M. Voilà. Mobutu... Donc ce n'est pas un problème politique. M. Mobutu, prenons un autre cas de figure. Oui. Au lieu d'attendre que Kinshasa fasse un pas vers vous, oui. Est-ce que vous avez déjà aussi amorcé un pas vers Kinshasa, leur dire, écoutez, moi je veux bien rentrer, est-ce que vous me garantissez ceci, vous me garantissez cela? Vous êtes un citoyen congolais quand même, c'est vrai qu'on doit garantir votre sécurité, c'est votre droit le plus légitime. Tout à fait. Avez-vous fait quelque chose dans ce sens-là? Tout à fait, mais vous avez une tendance peut-être à oublier en posant ce problème que mon cas est le même que de nombreux aéros congolais qui sont à l'extérieur, mais il est particulier parce que je m'appelle Mobutu. Oui, oui, ça je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Oui. Moi, je ne vais pas rentrer au pays tant que le problème de mon défunt père n'est pas réglé. Ça doit être fait ensemble. Oui. Ce n'est pas l'envie qui me manque, croyez-moi. Oui, ça doit se faire ensemble. On ne peut pas faire une chose sans l'autre. Un Mobutu qui a du mal à dire congolais au lieu de zaïrois? Non, c'est plutôt l'habitude. Moi, je m'occupe beaucoup plus du contenant que du contenu, en général. Ça ne me dérange pas. Il faut que j'y pense, en fait. De toute façon, il est en costume cravate, donc... Mais j'étais déjà en costume cravate au pays. Ouais. Mais il est dit que vous êtes riche et que vous êtes parti pratiquement avec toute la fortune du pays. C'est ça. Et alors maintenant, on s'est dit, mais vous voulez rentrer et faire quoi? Donc vous n'avez plus assez d'argent? Vous voulez encore rentrer pour puiser davantage? Pour puiser où? C'est la question que je vous pose. Question en sérieux. Je suis riche. Moi, j'emploierais plutôt le terme « je ne suis pas pauvre ». Je n'en disconviens pas, je ne suis pas un homme pauvre, c'est vrai. Mais vous avez quand même hérité d'une grosse fortune. Votre père était cité parmi... Il faut faire très attention aux mythes. Les grosses pointures de la terre. Il faut faire très attention aux mythes. Il y a un mythe qui a été créé autour de tout ça. Vous savez, papa, c'était quelqu'un comment dirais-je? C'était quelqu'un qui donnait énormément. C'est quelqu'un qui donnait, et c'est pas quelqu'un qui donnait devant les caméras. Oui. On va se promener avec lui dans n'importe quel coin du Zaïre. Je ne parle pas spécialement de Bado. Et les souvenirs, j'en ai des centaines. On va se promener dans un coin du Zaïre et sur la route, on va rencontrer quelqu'un qui a le pied gonflé. On va s'arrêter. Il va demander à son médecin personnel qu'est-ce qu'il a. Ouais, ça c'est la réalité. Ça, c'est le pouvoir de proximité. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Ah, tout le cortège s'arrête. On descend. On demande, le docteur le regarde, je crois que les docteurs sont encore vivants, ouais, c'est des choses qui peuvent être facilement vérifiées. Ah, il a tel problème au pied, beriberi, si mon souvenir était bien. Et la personne avait un pied gonflé. Mais personne ne lui a demandé de faire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Arrangez-vous pour envoyer ce brave paysan qui vivait difficilement dans son champ, pour l'envoyer en Afrique du Sud pour être soigné. Pourquoi? Moi, j'appelle tout simplement ça aimer son peuple. Oui, on a dit aussi que votre père a eu beaucoup d'argent, c'est vrai. Oui. Mais il paraît aussi qu'il y a beaucoup aussi qui lui passaient à travers la main. De quelle manière? C'est-à-dire il a donné énormément, c'est vrai. Énormément. Mais c'était sa manière de voir. Vous savez, papa, ce n'était pas un homme d'argent, au contraire de ce que beaucoup de gens le croient. Ce n'était pas un homme d'argent du tout. Il ne réfléchissait pas en termes d'argent. Mais l'argent l'a aidé à se maintenir longtemps au pouvoir. C'est le nerf de la guerre. Oui. Son objectif, c'est le nerf de la guerre. C'est comme ça que les choses se passent. Si on veut même aller plus loin,
On a eu la paix pendant des années et des années avec le Rwanda. Écoutez, c'est vrai que les deux hommes, président Mobutu, président Habyarimana, s'entendaient bien, mais nous les aidions. Il n'y a pas de honte à le dire. Nous les aidions. Ça nous a permis d'avoir toutes ces années de paix aussi. C'est pour ça, un peu, quand on dit la paix n'a pas de prix, c'est dans ce sens-là. Est-ce que la manière dont a été renversé le régime de votre père vous a apporté une lumière? En avez-vous tiré une leçon? Oui, je dirais oui. La leçon, c'est que tout régime, tout système, tant que l'on se cantonne à laisser des gens à l'extérieur et ne pas essayer d'en permanence discuter avec eux pour les faire revenir, c'est un cercle vicieux. On retombe dans les mêmes mots. Et je crois que la situation présente en est le meilleur exemple. Mais à l'intérieur aussi, parce que on s'est rendu compte qu'il était, au lieu de laisser les gens à l'extérieur, c'est lui-même qui s'est mis un peu hors jeu. Et il n'était plus maître de ce qui s'est passé, du moins dans ces dernières années. Je reviens à ce que je vous disais. C'est le jeu de la démocratie qui a créé ça. Vous savez, enfin, je crois que nous tous le connaissions quand même très très bien, même si nous le connaissions une partie peut-être de lui qui est un peu différente, ça c'est la vie privée, mais objectivement, il a joué le jeu de la démocratie, ça nous a mené là où ça nous a mené. Il ne s'occupait plus de certaines choses qu'il s'occupait personnellement avant. Il ne s'occupait plus de la DSP. Il ne s'occupait plus de la DSP. Il y a des gens à la DSP qui se plaignaient des retards de salaire à la DSP, alors que bon, dans toute l'armée, les gens s'imaginaient que la DSP était payée plus que les autres, ils avaient des primes, ils avaient ceci, cela. Il y a eu des plaintes au niveau de la DSP. Mais monsieur Manda, oui. il y a, je crois, une accusation que bon, vous êtes pratiquement, dans ces cas, hormis la mort récente de votre jeune frère Kongolou, oui. Mais c'est vous qui devez maintenant répondre à cette question. Vous deux, vous et votre jeune frère, vous êtes présentés à la population congolaise comme étant des enfants de poigne, donc des enfants un peu bouillants. Mais on ne comprend pas que dans les derniers moments de votre père, vous soyez devenu plus que trop sage et que les autres faucons commencent à régenter la vie. C'est comme si vous avez accepté ce qui arrivait. Accepter, c'est beaucoup dire. Vous savez, moi je pars du principe que le vent de l'histoire, qu'est-ce que vous avez fait? Ce n'est pas de la résignation, mais c'est une constatation. Parce que vous allez peut-être calculer à partir du moment où le président actuel Kabila a pris la ville de Goma jusqu'à l'entrée à Kinshasa. Moi, je ne calcule pas le début des véritables problèmes du régime à ce moment-là. Moi, je mets ça en arrière au pillage. Les pillages, ça montrait déjà qu'il y avait un problème. Nous avons eu 2 pillages successifs, pratiquement une année d'intervalle. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Si on avait réglé le problème après le premier pillage, il n'y aurait sûrement pas eu le deuxième. Oui. Vous êtes mieux placé pour nous en parler. Quelles leçons avez-vous retenues de ces 2 pillages? Moi, j'ai simplement dit qu'on n'a pas trouvé les solutions voulues par que ça soit le peuple, y compris son armée. On n'a pas trouvé les solutions. On peut dire que vous aviez senti venir la fin à partir des pillages? Écoutez, moi, je crois que c'était un signe avant-coureur. Hein. C'était un signe avant-coureur. Et votre père préférait écouter ses conseillers, son cabinet, que ses enfants? Je ne sais pas si c'était une question de préférence. Mon père, c'était quelqu'un de très... je ne sais pas si le terme traditionnaliste est exact, mais c'était quelqu'un qui avait une certaine manière de voir les problèmes de famille. C'est-à-dire que ses enfants, c'était ses enfants. Ses conseillers, c'était ses conseillers. Nous, les enfants, sommes vraiment devenus les conseillers de papa à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Trop tard? Peut-être pas trop tard, mais très tard. Bon, Monsieur Manda, vers la fin, il y a le président Kabila qui rencontre le président Mobutu sur le Tenika, oui. Et ils discutent. À un moment donné, je vous donne la version du président Kabila.
À un moment donné, c'est la trêve. Et le président Mobutu lui dit, écoutez, je vais consulter ma famille avant de vous donner une réponse. Et vous, vous étiez sur le bateau. À ce moment-là, qu'est-ce que papa vous a dit? En fait, il ne nous a pas consultés peut-être dans le sens où vous êtes en train de le dire. Bon, il en a un peu parlé, il nous a un peu dit en quelques mots ce qui s'est passé, il nous a montré un document que le président Kabila lui avait remis qui parlait de reddition, enfin de choses pareilles. Il ne nous a pas... Vous voyez, c'était ça, il ne nous posait pas la question « qu'est-ce que vous en pensez ?» C'était à vous à dire « nous pensons ça » ou « nous trouvons que ça, ce n'est pas correct ». Si ce n'est pas accepté, qu'est-ce que vous avez dit? Que ce n'était pas la manière. Que ce n'était pas la manière. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas la manière que les choses devaient se passer. À mon avis. N'oubliez pas que nous parlons de quelqu'un qui était déjà très malade à ce moment-là, et que vous le voyez ou pas, quand vous êtes malade, ça joue sur votre jugement des choses, hein, ça d'une manière ou d'une autre. Hein. Et à ce moment-là, votre préoccupation était laquelle? De voir le papa rester président ou bien de garder votre père en tant que... Mon problème était au niveau de sa santé à lui. Mais écoutez, est-ce que vous m'avez vu un seul jour me déplacer avec papa dans une visite officielle? Jamais. Ce n'était pas mon rôle. Je n'avais rien à y faire. Mais si j'étais là, c'est exactement parce qu'il était malade. Et à ce moment-là, il a besoin de sa famille quand on est dans ce genre de situation-là. Oui. Monsieur Mobutu, nous allons vider le problème de famille. D'accord. Le président est mort depuis septembre 1997. Et jusqu'à présent, la famille est plus ou moins unie. Disons, je dirais, elle est unie parce qu'on n'entend pas de sons discordants sous votre houlette. Comment expliquer cette réussite? Puisque apparemment on se disait, si Mobutu meurt et c'est fini, c'est la dislocation, Zanga sera de son côté, Mandat de son côté, Ngawali. Comment se fait-il que vous avez réussi à tenir ces... Non, je crois que c'est dû à l'éducation que nous avons eue. Hein. Nous avons une éducation qui était peut-être très simpliste, mais qui a permis justement de garder une certaine unité. Vous savez, l'aîné reste l'aîné en toutes circonstances. Ce n'est pas quelque chose que nous discutons. Donc, quand papa n'était pas là, on savait que Niwa était notre aîné. Bon, Niwa est disparu. J'ai une sœur aînée. Bon, mais vous savez, dans nos pays, évidemment, la femme est toujours considérée un peu d'une manière différente. Donc, par conséquent, je suis devenu d'une manière tout à fait naturelle l'aîné sans le demander. Parce que vous savez, on ne demande pas ça. C'est des choses qui se passent naturellement. Et par conséquent, ça nous a beaucoup aidé dans un sens de rester unis au sein de la famille. Bon, vous dites que votre père n'était pas aussi fortuné qu'on le dit, mais il vous a quand même laissé quelque chose. Est-ce que... Ah, je ne vous ai jamais dit qu'il ne m'a rien laissé. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que les mythes, les milliards de Mobutu, les milliards de dollars de Mobutu, je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on redescende un peu sur terre. Bon, alors nous y sommes. Je ne veux pas savoir combien il vous a laissé. Je ne vous le dirai pas, je suis tout à fait... D'accord, d'accord. Bon, écoutez, monsieur Mobutu, comment vous avez fait pour qu'aucun membre de famille ne se sente vexé par votre façon de diriger, par la façon dont vous avez un peu partagé le gâteau? Mais parce qu'en fait, on s'est mis d'accord pour que les discussions soient collégiales. C'est aussi simple que ça. On s'est mis d'accord pour que les décisions soient collégiales et ça permet plus ou moins à tout le monde d'être satisfait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de revendications? Il y en a toujours. Vous ne pouvez pas empêcher certaines personnes de revendiquer. Monsieur Mobutu, je vous appelle toujours Monsieur Mobutu parce que vous êtes d'abord, vous êtes Mobutu, c'est votre nom. Et dans l'héritage que vous avez eu, on rapporte que votre père a tellement placé l'argent à l'extérieur qu'il y a certains comptes auxquels vous n'avez pas accès parce que ces comptes sont numérotés et ça se perd chez les banquiers suisses, quelque chose comme ça. Lui seul aurait pu vous répondre. Je suis vraiment dans l'impossibilité de vous répondre là-dessus. C'est la première fois que vous entendez ça ou bien... Non, j'ai entendu parler. Vous savez, vous avez toujours de temps en temps... mais c'est une information qu'on ne peut pas juste vérifier. Difficilement vérifiable. Mais vous savez, comme je dis, de temps en temps, vous avez toujours des gens qui viennent vous voir en disant « tu n'es pas au courant, mais... » Vous savez, il y a... Et alors là, c'est toujours des chiffres faramineux qui se trouvent en tel endroit, dans telle banque, dans... Vous savez,
Depuis la mort de papa, on a entendu beaucoup de choses. Bon, je vais terminer vite le problème avant de passer la parole à Wivine. Bon, cette fortune est constituée aussi d'une fortune immobilière. Vous avez des maisons éparpillées un peu, surtout en Europe. Ouais. Alors ma question, ces maisons sont pour le président de la République du Zaïre, le maréchal Mobutu, ou ces maisons sont aux citoyens Mobutu Sese Seko? Écoutez, je ne peux vous répondre que par la loi. Oui. Je ne peux vous répondre que par la loi pour une raison très simple que quand ces maisons ont été achetées, moi qui vous parle, je suis dans l'impossibilité de vous dire que papa l'a acheté de telle ou telle manière. Je n'en sais absolument rien. Donc, c'est-à-dire que la loi est très simple. La maison est au nom de Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko est disparu. Nous sommes ses héritiers. Point à la ligne. Mais comment voulez-vous que je vous parle, comment voulez-vous que je vous réponde de certains biens peut-être qui ont été achetés en 1967, en 1968? Comment voulez-vous que je vous réponde? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, nous avons parlé de votre père, défunt, oui. Mais il y a aussi votre mère. Quel souvenir vous gardez de votre mère? Un souvenir douloureux. Parce que je précise que Madame Mobutu, 40 ans aujourd'hui, née en 1959 en Belgique, est née du père Mobutu, Joseph Désiré, et de Marie-Antoinette. Tout à fait. C'est important. Oui. Oh, c'est un souvenir qui est toujours très très douloureux, hein, parce que, vous savez, j'avais 17 ans quand elle est décédée. C'est toujours trop tôt. Hein. C'est difficile à dire, mais c'est vrai, c'est trop tôt. Parce qu'en fait, maman nous a éduqués d'une manière très particulière. Elle vient elle-même, comme vous le savez, d'une famille très pauvre. Et elle l'a toujours gardé en soi de ne pas, de ne pas montrer qu'on a des moyens, de ne pas oublier d'où on vient. Vous savez, je ne pourrais plus vous dire le nombre de fois qu'on a été rabroué par elle pour avoir mal parlé à un serviteur ou à un garde. C'était ça, psychologie des choses. Vous êtes qui pour agir comme ça? Ouais. C'était sa manière de voir les choses. Et puis, vous savez, elle était très chrétienne. Elle nous a amenés au Vatican 2-3 fois. Tout ça, c'est communicatif. Hein. Il y a des choses qui restent, en fait. Hein. Je sais pas, enfin, elle est morte trop tôt. Mais par rapport à votre père, votre mère plutôt a une opinion plus que favorable. Mais je crois que c'est deux choses différentes. Je crois qu'on est en train de mélanger les gens. On est en train de parler d'une personne d'une personne publique, telle que mon père. Et ma mère était, d'une certaine manière, une personne publique, mais si vous remarquez bien, si vous vous rappelez, peut-être dans sa vie privée, c'était Madame Tout le Monde. Elle avait cette manière de vivre qui était... Vous savez, j'ai des souvenirs comme ça qu'elle se promenait en vélo et coccinelle dans la ville de Kinshasa. Les gens se demandaient pourquoi. Elle ne devait pas, elle pouvait rouler en Mercedes ou tout ce qu'elle voulait. Vous savez, c'était son style. C'était son style de voir les choses de cette manière. N'oublions pas les œuvres. Elle s'en est occupée pendant des années et des années. Ouais. Donc je crois qu'il y a cet attachement. Et puis, bon, n'oublions pas, il y a le mythe que lors de la dispute entre papa et le cardinal Maloula, c'est elle qui est intervenue. Vous savez, il y a un peu tout ça qui a marqué, à mon avis, très fortement la population. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, à mon avis, ça doit toujours être là. Et maintenant que vous vous apprêtez, vous, fils, à entrer dans cette vie active, à jouer votre propre carte, à apporter aussi votre contribution, son souvenir vous vient à l'esprit? Oui, elle va beaucoup me manquer, parce que c'est maintenant que j'aurai le plus besoin d'elle, je crois. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, vous vous souvenez d'elle, vous dites, moi, si elle était là, elle n'aurait jamais accepté que je fasse ça. Elle n'aurait pas agi de cette manière. Elle ne m'aurait dit pas ça. Ça, oui. Ça, c'est possible. Il faut toujours voir les plus pauvres. Ce sont les motifs. Il faut toujours voir les plus pauvres. Comment est-ce que les plus pauvres vont voir ton action, ton idée? C'est comme ça.